Depuis 2014 et le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne soumet la Russie à des sanctions. Mais avec l'invasion militaire lancée par Moscou le 24 février 2022, les 27 durcissent le ton et prennent des mesures de rétorsion très lourdes pour l'économie russe. En outre, l'Union européenne a pris la décision historique de financer l'envoi d'armes aux Ukrainiens. Alors, notre invité est King Dodjro, vous le connaissez, il est consultant et expert en structuration économique et financière. Les sanctions occidentales vont-elles asphyxier la Russie? C'est le débat du jour. King, bonjour, vous allez bien? Bonjour, cher ami. La question, elle est posée? Oui, bien sûr, c'est une question légitime parce que euh, le programme de démilitariser l'Ukraine et de dénazifier l'Ukraine de la Russie continue. Le calendrier se rallonge plus que prévu. Et plus que prévu parce que dans la programmation de la Russie, l'opération ne devait pas durer si n'eût été l'intervention des Occidentaux qui alimentent aujourd'hui l'Ukraine en armes, massivement d'ailleurs. Donc c'est prouvé, ils interviennent. En convoyant également des mercenaires à combattre sur le terrain. Donc du coup, je pense qu'ils ont trouvé encore une zone de guerre parce qu'on a l'impression finalement que quand il n'y a pas de guerre, ça dérange les Occidentaux. Ils se nourrissent des guerres et on ne sait pas à quelle fin cela est ainsi dans le monde parce que quand vous regardez périodiquement, il faut toujours qu'ils alimentent la guerre dans une zone bien donnée du monde pour pouvoir alimenter les informations. Hier, c'était la Syrie. Hein, quand ils ont été battus en Syrie par la Russie, il faut qu'à un moment donné, on crée encore les guerres quelque part. Avant la Syrie, c'était la Libye. Et bon, vous comprenez, tandis que tous ces événements de guerre à travers le monde se déroulent dans notre génération. En 10 ans, il y a combien de guerres, de grands conflits armés que nous avons vécu dans les différentes régions du monde, commençant même par l'Afrique plus proche de nous. Donc du coup... Sauf que cette guerre, elle est lancée par la Russie. Alors ici, la Russie, comme on vient justifier par un principe de R2P en Libye, et Kadhafi serait une menace pour la population, donc il faut le dégager. Dans le même principe de R2P, les Américains ont envahi et attaqué Saddam Hussein et détruit ce pays depuis lors. Dans le même principe de R2P, la Russie est une puissance militaire qui est membre du Conseil de sécurité pour protéger son territoire des menaces extérieures. Elle est dans son plein droit, effectivement, de faire valoir ses prérogatives de puissance militaire mondiale en allant démilitariser un pays qui est à ses portes, qui constitue aujourd'hui une menace réelle pour son territoire et sa population, et également dénazifier également ce territoire parce que, vous savez, le monde entier était contre le nazi. Et aujourd'hui, on trouve aberrant et incongru de voir que quand un pays s'élève pour lutter contre le nazi, on combat le pays. C'est vraiment... on ne sait pas où est-ce que les Occidentaux veulent vraiment nous orienter en fait. Hier, ils étaient tous d'accord que les nazis n'étaient pas bons. Aujourd'hui, ils sont d'accord que les nazis sont bons quand... Et tout dépend de la communication. Est-ce que c'est dénazifier ce pays comme Poutine le dit, ou bien King Dodjro, c'est un mot qui est fabriqué et qui est mis devant la guerre? Déjà, la Russie s'est débarrassée de tout ce qui est mouvement nazi en son sein. Et on connaît comment ça s'est opéré. Vous savez, les Russes n'aiment pas les nazis et ils ont combattu et continuent de combattre les nazis. Donc aujourd'hui, nous nous en tenons aux objectifs que la Russie a énumérés avant d'aller sur le territoire ukrainien. C'est de démilitariser ce pays
et dénazifier le pays. Et en termes d'objectifs de démilitarisation, je crois qu'ils ont atteint leurs objectifs. N'eût été ces livraisons d'armes massivement que les Occidentaux ne font qu'encourager, faire en ce dernier temps, la Russie serait déjà partie de ce pays-là et continue plutôt la dénazification qui est un autre pan de son action. Alors, revenons au sujet. Aux sanctions, ce sont les conséquences, les sanctions. Revenons au sujet. Les sanctions occidentales vont-elles asphyxier la Russie? Je vais aller dans les détails de la vie en Russie. Avant la crise actuelle, $1 coûtait 79 roubles avant la crise. Et 1 euro était autour de 86 roubles. Aujourd'hui, $1 revient à 53 roubles. Sur le marché, nous on trouve ça des fois 59 roubles. Suivez-moi. Hein. Avant la crise, en Europe, il y avait assez d'huile dans les rayons. Mais aujourd'hui, on manque d'huile de table dans les rayons de nos supermarchés. Il n'y a plus de produits dérivés du blé dans nos supermarchés. Même en Afrique ici, on subit l'augmentation de prix de carburant due à cette crise. Et chose bizarre, le coût du carburant à la pompe aujourd'hui en Russie est moins d'1 rouble. Le carburant devient plus moins cher aujourd'hui en Russie. Quelles conséquences? Les Russes ont démontré par le passé leur ténacité. Ils sont souvent divisés entre eux sur des sujets de la politique nationale, mais quand les Russes sont attaqués de l'extérieur, ils oublient leurs différends. Ils sont toujours et unis. Ils se sont regroupés comme un seul homme derrière leurs dirigeants contre les Occidentaux. Ok. Il y avait plus d'une centaine d'avions en leasing, des Boeing, des Airbus, que les Russes avaient en leasing auprès des sociétés occidentales. Le fait de la crise et des sanctions, les sociétés occidentales ont demandé aux Russes de rendre les avions. Qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils ont posé les avions sur le territoire russe. Tous ces avions en leasing, des Boeing, des Airbus sont aujourd'hui à terre, sur le territoire russe. Et on demande à ces sociétés, tant qu'il y a le droit de parking, hein, vous payez. On commence à compter le fait que ces avions sont aujourd'hui sur le territoire russe. Et c'est les entreprises occidentales qui doivent à l'État russe pour le fait que ces avions sont posés là. Vous avez fermé l'espace aérien aux avions en provenance de la Russie. Mais vous avez vos avions chez eux en leasing. Mais les avions vont voler par où pour retourner dans votre chez vous. Donc voici une situation. Regardez aujourd'hui le coût du pétrole à la pompe aux États-Unis. Les Américains vont témoigner, je n'ai pas envie d'envoyer des chiffres. Pendant que le pétrole devient plus moins cher en Russie, quel est le coût du pétrole aujourd'hui en Europe et aux États-Unis? Question. Alors, il est vrai que quand vous rentrez seulement, dès que vous rentrez sur un ring de boxe, vous retrouvez aussi des coups. Mais le vainqueur sera celui qui a reçu plus de coups parce qu'il va tomber. Alors cela veut dire que la Russie aussi reçoit des coups. Quels sont ces coups selon vous? Puisque vous avez énuméré ses avantages. La Russie dépendait en partie Aujourd'hui, quand vous rentrez en Russie, les cinémas ont fermé. Parce que c'était Hollywood qui fournissait la plupart de des films au cinéma russe. Aujourd'hui, c'est fermé. Les cinémas ne sont plus fonctionnels. 2. Les scientifiques russes n'arrivent plus à publier leurs ouvrages, leurs rapports dans les revues scientifiques.
Ça aussi, c'est les conséquences que les Russes, ce sont les conséquences que nous subissons, que nous avons observées au niveau de la Russie. 3. Les voitures automobiles de marque européenne, les voitures françaises, Renault, et Nissan, et japonaises, les véhicules américains. Oui, ces véhicules sont devenus 2 fois, 3 fois plus chers aujourd'hui en Russie. Mais face à la cherté de ces véhicules, qu'est-ce que le gouvernement russe a fait? Ils ont levé rapidement l'interdiction qui existait dans le passé d'aller acheter des biens ou des véhicules à Kyrgyzstan. Aujourd'hui, vous pouvez partir à Kyrgyzstan pour aller acheter des véhicules moins chers au cours d'avant pour rentrer sur le territoire russe. Mais à la fin, les Russes se sont déportés sur les véhicules de marque coréenne. Les Honda et autres ont rempli aujourd'hui le parking russe. Et n'oubliez pas que c'est dans un procédé de bon voisinage ou d'échange de bons procédés que les Russes n'avaient pas développé dans le passé l'industrie automobile. Sinon, ils ont la technologie, ils sont aussi une industrie automobile, mais beaucoup plus militaire. Donc, aujourd'hui, face à cette crise, il y a une relance en interne déjà de l'industrie automobile. Bon, c'est de savoir, les Russes se déplacent majoritairement par métro, par tramway ou autres, majoritairement. Donc ceux qui achètent des véhicules, c'est des gens qui achètent des véhicules de marque, c'est des gens qui sont vraiment aisés. C'est une autre classe. Sinon, la majorité de la population russe n'a pas besoin de véhicules français, allemands ou britanniques pour se déplacer. Ils s'en passent. Donc, quel est l'effet que cela a, que ces véhicules deviennent plus chers? C'est vraiment très minime. Ça ne touche que ceux qui étaient dans le besoin, c'est-à-dire une partie infime de la population. Ok. Au niveau des dessins animés, également pour les enfants. Et ça, également, ils n'ont plus de fournisseurs. Mais c'est une bonne affaire pour eux parce que les dessins animés encourageaient l'homosexualité. Et vous savez, les Russes sont purement orthodoxes. Donc, c'est une bonne affaire toujours pour les Russes de voir qu'aujourd'hui, leur marché n'est plus inondé par les dessins animés européens qui prônent des pratiques des pratiques qui sont à l'encontre au principe religieux des orthodoxes russes. Donc, les sanctions n'assufisent pas finalement la Russie. Mais je suis en train d'étaler les détails pour que les gens concluent. Donc, voici les éléments. Il faut les énumérer pour qu'on puisse en arriver à une conclusion pour savoir si les sanctions assuffisent vraiment la Russie ou pas. Regardez, la Russie est en guerre. Mais les pays africains vont en Russie pour aller demander de l'aide alimentaire. Ça veut dire qu'ils en ont assez. Ils mangent à leur faim. Donc, c'est les Africains ou les Européens qui ont faim. C'est pourquoi ils savent demander de l'aide alimentaire surtout que le blé est bloqué au niveau du port de Dessa. Donc, vous comprenez que nous-mêmes, déjà, la question n'a même pas besoin d'être posée puisque vous allez vers un pays en guerre pour lui demander de l'aide alimentaire. C'est que le pays, mais malgré qu'il est en guerre, il n'a pas de problème alimentaire. Vous qui n'êtes pas en guerre, c'est vous qui subissez les conséquences de cette guerre en question. Donc, nous sommes en phase. Alors, les Russes, ils continuent de mener leur vie. Et les conséquences de cette crise sont plus ressenties à l'extérieur de la Russie, dans les faits, qu'aujourd'hui, nous pouvons... Je suis allé hier à Hanoukope, au Togo, le marché, pour acheter de l'arachide. D'habitude, je l'achetais à 1500 francs. La bonne dame me dit que maintenant, c'est 1200 francs, 1700 francs. Je lui ai demandé, est-ce que ça vient de la Russie ou vient de l'Ukraine? Elle commence à rire. Aujourd'hui, tout le monde prend pour prétexte cette crise en Russie pour augmenter les prix dans tout le monde entier. Et pendant ce temps, les Russes font l'effort de maîtriser leurs coûts en interne. On est d'accord? Donc aujourd'hui, parler de l'asphyxie de la Russie par la crise, ce n'est pas la Russie qui est asphyxiée, mais c'est le monde qui est asphyxié parce que ça donne occasion à beaucoup de personnes de spéculer et d'asphyxier davantage les pauvres citoyens. Parce qu'il y a un manque de contrôle de prix sur nos marchés. Et spécialement l'Occident, King Dodgero, puisque on peut dire que c'est lui qui a pris les sanctions.
l'Occident continue de prendre les sanctions plein fou. C'est comme il a jeté un caillou au ciel et puis c'est tombé sur sa tête. Puisque quand vous rentrez dans les rayons aujourd'hui, dans les supermarchés, beaucoup de produits manquent. Et on connaît aussi le taux d'inflation aujourd'hui dans ces pays européens qui sont à la base de ces sanctions. Et puis ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les États-Unis et certains pays européens continuent d'acheter le pétrole russe en roubles. C'est ce qu'on ne vous communique pas. Mais la réalité des faits sur le terrain, il ne peut pas s'en passer de cette réserve de pétrole russe qui est très importante pour l'équilibre du commerce mondial en matière d'approvisionnement de carburant. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie dans la gestion de ce conflit si les Occidentaux achètent chez la Russie, alors que la Russie elle-même est sanctionnée par les Occidentaux, elle aussi n'arrive pas à refuser l'achat des Occidentaux. Ce n'est pas flou. La Russie est dans une position ouverte, toujours les bras ouverts. La Russie ne sanctionne pas les Occidentaux. C'est les Occidentaux qui font une guerre médiatique pour dire qu'ils sanctionnent la Russie et passent par derrière pour commercer avec la Russie, continue. Parce que, vous savez, vous avez deux mains. Il y a une main, la gauche a sa mission dans votre vie. La droite a sa mission dans votre vie. Et les deux mains sont très importantes. Vous décidez un jour que vous allez, celle qui vous sert à manger, vous dit que vous allez couper cela. C'est ce que les Occidentaux ont fait. Ils ont dit, nous coupons la main droite. Et maintenant, ils mangent avec la main gauche. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Seulement, ils voulaient montrer aux yeux du monde que nous ne voulons plus utiliser notre main droite. Mais ils utilisent la main gauche maintenant pour faire tous les besoins que la main droite faisait. Il est vrai que ça charge davantage la main gauche. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ils ne continuent pas à commercer avec la Russie aux conditions de la Russie. Parce que il faut l'avouer, la Russie ne continue pas à vendre ses pétroles. C'est pourquoi, puisque la monnaie russe est plus demandée, voilà pourquoi la monnaie russe devient de plus en plus forte. Si elle était moins demandée, vous allez voir que dès les premiers instants des sanctions, le dollar faisait 150 roubles en même temps. Mais aussitôt après, ils ont maîtrisé la situation. Aujourd'hui, un dollar fait 53 roubles. Ça veut dire que la monnaie russe est beaucoup demandée aujourd'hui. Et il n'y a pas de sanctions entre la Chine et la Russie. Les produits manufacturés, c'est-à-dire que l'électroménager, 60% viennent de la Chine. Donc ça, ils n'ont pas de problème à ce niveau. Les prix sont maîtrisés. Ils n'ont aucun problème à ce niveau. Seulement aujourd'hui, puisqu'ils ont fermé l'espace aérien russe, quand vous voulez vous quitter l'Europe aujourd'hui pour aller en Asie, vous payez plus cher le billet d'avion. Vous ne pouvez plus traverser l'espace aérien russe parce que ça fait 4 fuseaux horaires, non, 4 ou 5 fuseaux horaires. La Russie seule, 17 millions de kilomètres carrés. Donc du coup, il y a un grand détour que les Européens font aujourd'hui avant d'aller en Asie. Donc les Russes, est-ce qu'ils sortaient beaucoup avant? Ils n'aiment pas ça. Est-ce que vous avez une fois vu un Russe dans votre vie? C'est nous qui travaillons dans ces régions-là qui voyons les Russes, qui travaillent avec les Russes. Sinon, pour un Togolais, vous voyez facilement un Allemand ou bien un Français. Mais c'est rare de voir un Russe, un touriste russe. Les Russes vont en tourisme en Turquie, en Géorgie, dans les pays de l'Europe de l'Est. Et une partie vers l'Europe, ceux qui ont plus de moyens. L'Europe occidentale. L'Europe occidentale, ceux qui ont plus de moyens, et une partie vers l'Angleterre. Mais les gars, et mes amis russes, ils sont tranquilles chez eux, parce que leur territoire est tellement vaste. Et le pays ami de l'ancienne République soviétique leur offre assez d'espace pour leur tourisme. Donc, les espaces là-bas ne sont pas fermés. Eux continuent leur vie tranquillement. Mais les Européens, aujourd'hui, paient le plus cher quand ils veulent rallier l'Asie parce que l'espace aérien russe n'est plus open pour les avions. Donc, du coup, le billet d'avion qui était à 1 000 $ hier passe de 1 000 $ à 1 500. Alors, pour l'exemple, j'ai mon collègue qui a quitté la Centrafrique le 10 mai pour Saint-Pétersbourg pour une mission que nous avions organisée. Il était obligé d'aller d'abord à Dubaï. De Dubaï maintenant pointer vers la Russie. Vous voyez, il faut qu'il aille d'abord en Asie avant de pointer vers la Russie. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Et le billet est devenu plus cher. Donc, aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui payent plus le prix. Je veux dire même à 80% des sanctions affligées ou bien des punitions qu'ils affligent à la Russie. Et la Russie s'en sort très bien. Les Russes ne crient pas qu'ils ont faim. Les Russes ne crient pas
quand McDonald's a fermé ses portes, c'est remplacé systématiquement parce que McDonald's c'était une franchise en Russie. C'était un restaurateur russe qui avait la franchise. Ils ont carrément changé l'enseigne directement. Ils ont gardé la technologie et le know-how de McDonald's. Donc les restaurants qui étaient hier brandés McDonald's sont aujourd'hui sur une autre enseigne avec le même menu. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que à la fin de la journée, c'est Renault qui a perdu parce qu'ils ont quitté le territoire avec le know-how. Les Russes ont pris ces entreprises, effectivement, ils ont transmis, ces technologies ou bien le savoir-faire des Occidentaux en matière automobile aujourd'hui sont dans la main des Russes. Ils continuent la production naturellement. Donc aujourd'hui, la Russie asphyxiée, non, puisque dans les faits, c'est le reste du monde qui s'en va demander à la Russie de l'aide militaire et de l'aide alimentaire. Donc celui qui est asphyxié, on ne peut pas lui demander de l'aide militaire ni de l'aide alimentaire. Vous avez parlé des Occidentaux qui sont frappés. On va parler aussi un peu, Kindodjuro, de l'Afrique. On a vu le déplacement du président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall. On a entendu également les déclarations du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui se dit préoccupé par la situation, l'inflation des prix en Afrique. D'ailleurs, ça m'intéresse de voir que certains chefs d'État africains disent que ça les préoccupe. Mais avant la crise en Ukraine, le niveau, quel était le niveau des prix pratiqués au niveau de nos marchés? C'est vrai que la situation était déjà préoccupante, mais oui, elle s'est aggravée avec la crise russo-ukrainienne. C'est un prétexte et ça montre combien de fois il y a des insuffisances dans les politiques gouvernementales de nos dirigeants. Parce que je prenais un exemple tout à l'heure pour dire que la crise a donné libre champ aux acteurs, à certains acteurs du marché de pratiquer des prix illégaux qui ne favorisent pas la vie des citoyens africains. Parce que comment est-ce que vous pouvez justifier que les produits dont nous sommes même propriétaires à la production subissent également cette cherté de la vie? On justifie cela par la crise en Ukraine. Comment vous pouvez comprendre que... On n'arrive pas à faire les contrôles des prix sur le marché. Donc comment vous pouvez comprendre que le arachide que j'achète à 1500 devient à 1700 parce qu'on me dit que non. À nous, les choses sont devenues très chères. Hein. Qu'est-ce qui justifie cette cherté de l'arachide dans nos marchés? Qu'est-ce qui justifie la cherté de la banane? Posons toujours la question de savoir à nos chefs d'État si les bananes viennent aussi de l'Ukraine. De l'Ukraine ou bien de la Russie. Et qu'on nous justifie que le taro vient de l'Ukraine, que le manioc vient de l'Ukraine, qu'on nous justifie que le maïs vient de l'Ukraine, qu'on nous justifie que les légumes que nous consommons, qui sont produits dans nos champs, viennent de l'Ukraine. Qu'est-ce qui justifiait la cherté de ces... Et puis, ok, le carburant, c'est combien de pourcents ça a été augmenté et quelle doit être son importance dans la production, nous sachant très bien que nos agricultures n'est pas mécanisée. Est-ce que nos cultivateurs utilisent le carburant dans la production agricole? Non, ils utilisent la force musculaire. Pourquoi est-ce que les produits agricoles deviennent chers? C'est plein de questions que nous devons nous poser, qui doivent nous interpeller et interpeller tout le monde pour dire que ne faut pas qu'on perde de vue notre mission. La mission de nos gouvernants, c'est de gérer, de réguler plutôt le marché. Parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent des prétextes pour manquer à leur mission régalienne, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il faut véritablement des politiques de gestion de nos marchés en matière de suivi et contrôle des prix qui sont appliqués sur nos marchés pour mettre fin à ces spéculations qui n'avantagent personne et qui rendent plus défavorables et vulnérables nos populations. Parce que nous sommes d'accord que le blé qui viennent de la Russie et de l'Ukraine ne viennent plus sur nos marchés, mais notre habitude alimentaire n'est pas dépendante du blé. On peut s'en passer et on sait qu'on s'en passe du blé. C'est le seul produit qui vient de la Russie majoritairement. Est-ce que c'est la Russie qui nous livre les bus, les voitures que nous conduisons?
les objets électroniques que nous avons dans nos maisons électroménagères, est-ce que c'est la Russie qui nous fournit? Est-ce que c'est l'Ukraine qui nous fournit? Nous parlons l'Ukraine, c'est 40 millions d'habitants, 48 millions d'habitants. De quoi parle le test? Nous sommes sur un continent de près d'un milliard, de plus d'un milliard d'habitants. Et un pays qui a 48 millions d'habitants a un souci, et puis nous, on définit nos difficultés par rapport à ce pays. C'est honteux de notre part, en fait, de voir que on dit que l'Ukraine est attaquée, donc l'Africain est asphyxié, la vie devient chère en Afrique parce que nous sommes à plus de 8000 km en vol d'oiseau de l'Ukraine. Et c'est vraiment décourageant de voir que on s'accroche à des effets d'annonce pour couvrir nos lacunes, nos insuffisances en matière de politique gouvernementale et de gestion de politique de nos marchés. C'est vraiment, ça écoeure. Et de dire que l'inflation en Afrique est préoccupante à cause de la crise en Ukraine. Et c'est vraiment archi faux. Le problème, il est ailleurs. La cherté de la vie en Afrique est un problème purement structurel, que nos gouvernants regardent le modèle économique de nos pays pour qu'on mette fin à cette vie de cherté depuis notre indépendance jusqu'à ce jour, puisque nous sommes toujours dépendants de l'importation la plupart du temps de nos produits que nous consommons et que nous ne produisons pas ce que nous consommons. C'est ça la véritable cause de la cherté de la vie sur nos continents. Surtout que aujourd'hui, depuis la crise de Covid, les gens ne voyageaient plus comme avant. Oui, il y avait Covid aussi. Oui, les gens ne voyageaient plus comme avant. Les commerçants étaient bloqués dans leur pays, mais on continuait toujours pas à nous alimenter en produits que nous avions l'habitude d'acheter de l'extérieur. Et les gens ont augmenté les prix avec des raisons qui ne peuvent pas justifier. Si vous comprenez, juste parce que nous dépendons de cette importation, que ces produits qui étaient à 100 francs hier sont devenus 300 francs parce que le producteur dit à cause du Covid, je n'ai plus trop de personnel dans les coûts de production. Oui. Mais tout cela, c'est de la spéculation. C'est un millimélo total. Justement, on prend des raisons sur des crises pour augmenter les prix et on n'a pas de contrôle parce que nous n'avons pas les éléments pour pouvoir justifier le coût de production de ces produits, puisque nous n'en sommes pas propriétaires. Donc c'est en cela qu'il faut regarder plutôt notre modèle économique pour résoudre définitivement ces problèmes. La Russie sortira grandissant encore de ces crises et deviendra encore une puissance non seulement militaire mais économique pour commencer. Mais quel sera le sort de l'Afrique? Est-ce que les Africains sortiront grandissant de ces crises que nous vivons? Et c'est ça la question. Quelle est la leçon qu'on tire de ces situations depuis 2020 jusqu'à ce jour, quand les frontières étaient fermées? Ça devait déjà nous interpeller. Il n'y avait pas de guerre, mais la maladie nous avait imposé déjà des restrictions qu'il ne fallait pas aller chez le voisin. Ça devait déjà nous interpeller pour dire qu'il faut changer de paradigme pour éviter qu'à l'avenir, à la fermeture de nos frontières, qu'on soit en mesure de tenir comme les Russes tiennent aujourd'hui, malgré que les frontières russes sont fermées, l'espace aérien russe est fermé. Mais les Russes tiennent parce qu'ils se sont préparés en conséquence. Merci beaucoup à vous. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire. On va se retrouver la semaine prochaine, King Dojo, toujours avec le même plaisir. Infini merci à vous. Merci. Vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. On va marquer la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.